peu le sujet. Alphonse Daudet est né en 1840, mort en 1897, et il a été en Algérie assez jeune, à 21 ans, pendant moins de 3 mois, de décembre 61 à février 62. Et donc, ces quelques mois, moins de 3 mois encore, vont inspirer tout au long de sa carrière d'écrivain beaucoup d'œuvres, en particulier des œuvres très célèbres. Alors, ce qui nous intéresse, c'est donc son passage en Algérie, mais surtout les itinéraires qu'il va faire traverser à ses héros, depuis, comme il dit dans une nouvelle des Contes du Lundi, depuis les bords du Rhin jusqu'à l'Arwat, de la Sarre au Sahara. Hein. Et c'est-à-dire que nous allons voir 2 régions d'Algérie, très proches d'Alger, le Sahel et le Chélif. Et en ce qui concerne la France, qui concerne l'essentiel de son œuvre, en dehors de la Provence, qui est le cœur de l'œuvre d'Alphonse Daudet, mais dont nous ne parlerons pas beaucoup, c'est surtout la Seine et Paris et l'Alsace. Voilà. Donc, voici quelques lieux en rouge que Daudet ou son héros tartarin traverse, et puis en vert, quelques gentilés, quelques noms de peuples, d'habitants qu'il évoque dans ses œuvres. Et donc, nous suivrons Daudet et par ailleurs Tartarin depuis Alger jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque Orléansville, en passant surtout par cette ville magnifique dans laquelle Daudet est resté assez longtemps et pour lequel il a écrit une des lettres de Montmoulin, Miliana. Voilà. Alors, nous allons traverser ces œuvres qui sont certaines sont très connues, évidemment les lettres de Montmoulin, dont certaines sont sorties en film, et je signale que le film est sorti le 5 novembre 1954, c'est-à-dire à peine 4 jours après le début de la guerre d'Algérie. Dans ces lettres de Montmoulin, 3 concernent l'Algérie, que nous allons revoir, les sauterelles, qui se passent entièrement en Algérie, dans le Sahel d'Alger, donc dans les collines à l'ouest d'Alger, les oranges, qui se passent en partie, beaucoup à Paris, mais aussi à Blida, donc au sud d'Alger, et enfin et surtout à Miliana, une nouvelle très importante, donc parue, qui est dans toutes les éditions, dans presque toutes les éditions des lettres de Montmoulin. Et donc Miliana, qui est une ville à une centaine de kilomètres à l'ouest, au sud-ouest d'Alger. Donc, cette nouvelle Amiliana est d'abord parue en 1864, c'est-à-dire moins de 2 ans après son retour d'Algérie, sous un autre titre, Promenade en Afrique, la petite ville. En Afrique, à l'époque, l'Afrique, pour toute la France, c'était l'Algérie. Hein, voilà. Alors, en dehors des lettres de Montmoulin, un autre recueil connu, un peu moins, d'Alphonse Daudet, ce sont les Contes du Lundi. Les Contes du Lundi qu'il écrit donc après la guerre de 70-71, qui presque tous ces contes font référence à cette guerre de 70-71, mais plusieurs, 4 ou 5, concernent, évoquent ou se passent directement en Algérie. Alors, on a Le Mauvais Zouave, hein, l'histoire d'un zouave de l'armée française qui étant alsacien et se sachant désormais par l'annexion de l'Alsace allemand, va déserter son régiment de zouaves, ce qui entraîne la colère de son père qui, pour sauver l'honneur de la famille, va lui-même s'engager dans l'armée française et partir à Sidi Bel Abbès. Hein. Autre conte du lundi, le caravansérail, dans une auberge au sud-est d'Alger. Hein. Sans doute, ce n'est pas dit dans le conte, mais sans doute à Oued-Fouda, entre Orléansville et Miliana. Et puis, une autre nouvelle, Indécorée du 15 août, sur lequel nous reviendrons, qui met en scène les désillusions d'un aga, comme l'écrit Daudet, qui méritait, qui aurait dû se faire décorer par l'empereur. Le 15 août, parce que le 15 août, c'est la Saint-Napoléon, hein, et c'est ce jour-là que l'empereur Napoléon III, le neveu de Napoléon qui a décrété le 15 août Saint-Napoléon, remet ses décorations. Donc, un décoré du 15 août qui se passe dans la vallée du Chélif et qui évoque en particulier la tribu de Djendel, tribu qui apparaît
plusieurs fois dans diverses œuvres d'Alphonse Daudet. Et un autre conte du lundi très émouvant, le Turco de la commune. Les Turcos, ce sont les tirailleurs algériens qui partent en France pour la guerre de 70 et qui, à Paris, va se faire tuer par des balles qu'il croyait des balles prussiennes, alors que ce sont les balles des Versaillais. Et donc, il se fait tuer ici, sur la barricade de la rue de Rivoli, alors que les Versaillais arrivent des Champs-Élysées. Et donc, Cadour croit que c'est des Prussiens. Il part à l'assaut et se fait tuer par des balles françaises. Petit clin d'œil, sur des barricades non loin de là à Paris, mais dans la Révolution, enfin en 1848, 22 ans auparavant, Monseigneur Affre était mort sur les barricades et Monseigneur Affre va donner le nom d'une ville importante du shérif, Affreville, aujourd'hui Remis-Miliana. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux recueils les plus célèbres, mais dans d'autres œuvres, il est question beaucoup aussi de l'Algérie. Une très jolie nouvelle qui est parue dans le recueil qui s'appelle Robert Helmont, l'histoire de Cadour, un autre Cadour, mais lui aussi turco, et de Catel, une jeune Alsacienne. Cadour qui se fait blesser, dès le début de la guerre de 70, qui se fait soigner dans cette Syrie alsacienne. Et après l'annexion de l'Alsace, Cadour, une fois retourné chez lui, voit Catel qui arrive avec sa famille, ayant quitté l'Alsace et s'installant en Algérie, non loin du pays de Cadour, par hasard. Voilà. Et donc, tout ça se passe toujours dans cette vallée du Chélif, ou ici, dans cette nouvelle-là, un peu plus au sud, dans la montagne de Loarsenis et dans la tribu de Matmata. Voilà. Autre nouvelle, toujours étiquetée Promenade en Afrique, c'est, je crois, le premier écrit d'Alphonse Daudet sur l'Algérie, quelques mois à peine après son retour d'Algérie. Hein, c'est La Mule du Cadi. Hein, le héros qui part sur une mule que lui a prêté le cadi de Miliana, puisque Daudet était à Miliana, et qui part le long du chemin et qui, pendant ce temps-là, va réfléchir à la vie. Et autre nouvelle qui se passe cette fois à Blida, comme le dit Alphonse Daudet, avant l'invasion des Français. Et donc, c'est l'histoire de la figue du paresseux, d'un jeune tellement paresseux qu'il ne veut même pas se bouger pour récolter la figue qui va lui tomber à côté. Après, on a des œuvres où l'Algérie est moins évoquée. Dans l'Évangéliste, un des protagonistes est un ancien sous-préfet de Cherchel, donc au nord de Miliana, qui a été rapatrié d'Algérie pour des raisons politiques parce qu'il ne plaisait pas à l'administration. Et puis, nous avons le Nabab, une très belle histoire, alors, qui ne parle pas d'Algérie, mais qui parle de Tunisie. Et c'est important parce que ce conte a été écrit en 1877, c'est-à-dire à peine 4 ans avant la conquête, l'invasion de la Tunisie par la France. Hein, voilà. Et cette nouvelle décrit un peu tous les dessous de corruption financière qui vont accompagner, qui vont être un des motifs d'ailleurs de l'invasion de la Tunisie par l'armée française. Enfin, parce que je ne vais pas toutes les citer, Sappho, qui est en partie autobiographique sur des souvenirs de 1861, mais qu'il a écrit 23 ans après, et dans Sappho est évoquée à la fois une lettre d'un amant précédent de la dénommée Sappho, lettre où l'amant précédent raconte la visite de Napoléon III en Algérie, hein, et divers détails de la nouvelle évoquent l'Algérie, que ce soit Sappho qui porte une gandoura d'Alger ou un caméléon envoyé d'Algérie. Bon, mais on va arrêter avec ces petites bestioles pour arriver
suffisamment vite à celui que tout le monde attend, le roi des animaux, et on va quitter ces petits détails géographiques pour parcourir l'itinéraire de nos héros, Alphonse Daudet et entre autres Tartarin. Alors, Tartarin, on peut dire sa première version, ce n'est pas tout à fait sa première version, c'est Chapatin, le tueur de lions, qu'il écrit 1 an après son retour d'Algérie. Hein. Enfin, une première version paraît dans le Figaro en 1863. Puis, après des années de maturation, il va sortir le Don Quichotte provençal ou les aventures prodigieuses de l'illustre Barbarin de Tarascon en France et en Algérie. Ça, c'est en février 1870, donc juste avant la guerre de 70. Et puis, pour des raisons d'homonymie gênantes dans la région, et parce que Barbarin ne fait sans doute pas allusion à la barbarie, qui est l'adjectif qui désigne encore à l'époque le monde berbère qui est l'Afrique du Nord, il va changer Barbarin en Tartarin, les aventures prodigieuses de Tartarin. Alors, d'innombrables éditions de cette histoire, avec des illustrations de différentes qualités. Celle-là n'est vraiment pas de très bonne qualité, mais je l'ai prise pour marquer que cette édition a été adaptée pour la jeunesse. Hein. Elle a été, Tartarin de Tarascon a été aussi adapté en film. Un premier film assez connu par Marcel Pagnol en 1934, et puis un autre film, Tartarin de Tarascon, par Francis Blanche, qui est sorti en 1962, en novembre 1962, et qui n'a pas eu du tout un grand succès, et sans doute parce que ça tombait quelques mois à peine après le retour assez tragique, l'arrivée plutôt en France, en métropole, des rapatriés et des harkis. Voilà. Voilà pour les versions en film. Et donc, je reviens à cette idée d'édition pour la jeunesse, parce que aussi bien Tartarin que les lettres de Maumoulin sont offerts dans plein de collections différentes aux enfants, et on peut se demander si certains passages, en particulier ceux que l'on va voir, ne posent pas quand même un certain nombre de problèmes, et sans doute, je pense, les instituteurs qui utilisent encore, c'est-à-dire de moins en moins, ces œuvres auprès des enfants, je pense qu'ils font tout leur possible pour contextualiser des passages qui sont très durs et qui même, on peut dire aujourd'hui, vus d'aujourd'hui en tout cas, sont révoltants. Alors, situons l'époque où Alphonse Daudet écrit. Hein, donc, il écrit, il part en Algérie plus exactement, un an après le premier voyage de Napoléon III en Algérie. Hein. Et il part assez vite pour des raisons sans doute médicales. Sa seule préparation, il le dit, le seul livre qu'il a lu sur l'Algérie avant de partir, c'est les livres qu'il admire d'ailleurs d'Eugène Fromentin. Hein, Eugène Fromentin qui a écrit une année dans le Sahel en 59, donc 2 ans avant le départ d'Alphonse Daudet. Donc, après son retour d'Algérie, il va écrire successivement La Mule du Cadi, Chapatin, une première version de Amiliana, et puis une première édition, mais incomplète, des lettres de Montmoulin, qui d'ailleurs porte le titre assez, on peut dire, exclusif de Chronique provençale. Hein. Ce n'est qu'en 69 qu'il va introduire dans les lettres de Montmoulin cette histoire de Miliana. Et puis, donc, en 70, juste avant la guerre, la première édition de Barbarin de Tarascon. Arrive la guerre de 1870, hein, déclenchée début juillet, cette terrible bataille de Wissembourg dans laquelle vont s'illustrer les Turcos en général, et particulièrement nos 2 Cadours, le Cadour de la commune et le Cadour de Catel. Hein, après la guerre, juste après la guerre, vont sortir l'édition définitive de Tartarin de Tarascon, puis les Contes du lundi et 2 des
futures lettres de Montmoulin qui seront incorporées ultérieurement. Et donc, il a quelques œuvres tardives avant de mourir à 57 ans à Paris. Alors, quels sont dans l'œuvre algérienne, si l'on peut dire, de Daudet, quels sont les personnages, les groupes sociaux? Eh bien, le premier personnage, je crois, c'est nous. Hein. Et comme l'écrit Alphonse Daudet, en France, tout le monde est un peu de Tarascon. Et il est peut-être salutaire, ça, de nous poser, de nous demander un petit peu dans quelle mesure nous ne sommes pas, nous aussi, de Tarascon, nous ne sommes pas plutôt un petit peu le tartarin dont se moque Alphonse Daudet. Et puis, c'est nous, mais c'est aussi ils, les autres. Hein. Les autres, c'est qui ils? Tartarin ne savait pas bien lui-même, ils. C'était tout ce qui attaque, c'était l'ours gris, c'était encore le targui du désert, le pirate malais, le bandit des Abrises. Ils, enfin, c'était ils, quoi. Hein. Ils, c'était en particulier les Teurs. Pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Perse, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela forme un grand pays très vague, presque mythologique. Et cela s'appelle les Teurs, les Turcs. Hein. Voilà. De géographes, voir un petit peu leur hiérarchie, parce que un des protagonistes de Tartarin qui va duper Tartarin présente, voici comment les Arabes expliquent notre organisation coloniale. En haut, disent-ils, il y a Moussi le gouverneur avec une grande trique qui tape sur l'état-major. L'état-major, pour se venger, tape sur le soldat sur le colon tape sur l'arabe tape sur le nègre tape sur le juif à son tour tape sur le bourricot, et le petit bourricot n'ayant personne sur qui taper, tend l'échine et porte tout. Donc, tout en haut, il y a Moussi le gouverneur. Moussi le gouverneur, à l'époque où part Alphonse Daudet en Algérie, c'est le maréchal Pélissier, le tout récent duc de Malakoff. En dessous de lui, il y a l'état-major. Et dans l'état-major, Alphonse Daudet va avoir la dent particulièrement dure contre Youssouf, le général Youssouf, qui a été un héros de la conquête de l'Algérie et qui est surnommé dans l'œuvre de Daudet Zouzou, pour s'en moquer. De manière plus générale, l'état-major et toute la hiérarchie militaire est symbolisée par les képis. Pour gouverner l'Algérie, point n'est besoin d'une forte tête, ni même d'une tête de tout. Il suffit d'un képi. C'est ce que dit le prince Grégory à Tartarin. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, enfin, donc cette idée du képi dans la hiérarchie militaire, sous le nom de casquetta, c'est encore un mot qui est très présent en Algérie aujourd'hui et dont par exemple le Hirak récemment, contre lequel il protestait, la casquetta, c'est la hiérarchie, la nomenclatura militaire. Hein. Donc en dessous, tout en bas de cette hiérarchie militaire, il y a les soldats, enfin, pas tout en bas, les soldats français. On verra tout à l'heure les soldats algériens. Les soldats français, eh bien, qu'on va rencontrer, c'est d'abord le chef de garde de Tarascon, qui est un vieil Africain de 1830, donc un ancien combattant de la prise d'Alger. Hein. Ce sont aussi les chasseurs d'Afrique que Tartarin va croiser plusieurs fois. Et ce sont surtout les Zouaves. Les Zouaves, donc les Zouaves, qui est déjà le nom réel d'ailleurs, du bateau qui a emmené Alphonse Daudet pour l'Algérie et sur lequel Tartarin va s'embarquer à l'aller et au retour de Tarascon jusqu'à Alger. Les Zouaves, c'est donc un peu le symbole, c'est le symbole de l'armée française. Comme le dit Daudet, la ville européenne avec ses zouaves en ribote, cet Alger-là lui semblait un corps de garde de l'Occident. Donc c'est vraiment la présence militaire française qui va un petit peu gâcher l'exotisme, malgré le costume des zouaves, hein, qui va gâcher un petit peu l'exotisme que recherche Daudet. Les zouaves, c'est aussi le symbole de la force, de la force militaire de la France. Dans un décuré du 15 août, Laga parle de l'Amberour avec ses gros canons, ses zouaves, sa flotte en fer. Hein, voilà. Les zouaves, c'est aussi, dans d'autres nouvelles comme les Nounous, c'est aussi quelqu'un qui va dépouiller l'arabe ou le colon. Pour lui, c'est pas voler, c'est chaparder, c'est faire son fourbi. Voilà. Donc voici pour les soldats.
Et dernière catégorie, la plus importante, des Européens d'Algérie, comme on ne disait pas encore à l'époque, hein, ça va être en particulier les colons. Et par exemple, dans les sauterelles, qui décrit assez bien une exploitation agricole du Sahel d'Alger, hein, il travaille des vignerons de Bourgogne, des Alsaciens, des Lucquois, des Mahonnais, et puis évidemment des Kabyles. Alors, parmi ces Européens d'Algérie, les plus importants dans l'œuvre d'Audet, ce sont les Alsaciens. Les Alsaciens et surtout les Alsaciennes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que l'on croit trop souvent, où l'on pense que l'émigration alsacienne en Algérie est entièrement due à l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, en fait, il y avait déjà auparavant, avant la guerre de 70, avant l'annexion, il y avait déjà une très grosse émigration alsacienne en Algérie. Hein. À certains moments, le quart des Français, des colons français en Algérie étaient des Alsaciens. Hein. Voilà, donc je crois que c'est important à avoir en tête. Et dans l'œuvre d'Alphonse Daudet, on va voir des Alsaciens arrivés avant 1870 et d'autres arrivés après, en particulier la belle Catel. Voilà. Donc voici quelques lieux, villages de colonisation alsacienne dans la région d'Alger que va traverser Daudet ou Tartarin. La première Alsacienne que rencontre Tartarin, c'est l'aubergiste de Mustapha. Mustapha, c'est la banlieue, enfin c'est à l'époque la campagne, mais tout près d'Alger, dont Tartarin, croyant avoir affaire à un lion, va tuer l'âne. Évidemment, l'aubergiste alsacienne n'est pas contente du tout. Et c'est à ce moment-là que son mari, qui arrive aussi, après avoir négocié, après que Tartarin ait remboursé l'âne à ce couple d'aubergistes alsaciens, que l'aubergiste alsacien dit qu'il est ici dans la province d'Alger depuis plus de 20 ans. Hein. Donc on voit, on voit l'ancienneté de l'émigration, au moins pour cet aubergiste alsacien. Donc par contre, à contrario, Catel, elle, ne va arriver en Algérie, dans la vallée du Chélif, que après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Autre Alsacienne que l'on va évoquer avant et après la guerre de 70, c'est dans le caravansérail, donc cette auberge tenue par une Alsacienne, Madame Schons, hein, dont le sort va être évoqué après la guerre, après les désastres de la guerre, et en particulier parce que ce n'est pas souvent évoqué dans l'œuvre d'Audet, et non seulement après la guerre franco-prussienne, franco-allemande, mais aussi après les insurrections algériennes de 1871-1872. Voilà. Donc, évidemment, parmi les Alsaciens, on a le mauvais zouave, et on a aussi, même si elles sont pas, et on a aussi les cigognes qui sont évoquées en Algérie. Cette légende rhénane sur les cigognes, c'est surtout les cigognes d'Alsace, mais les cigognes d'Algérie sont aussi évoquées un petit peu comme comme Albert Camus évoquait ces cigognes, en croyant, comme beaucoup d'Alsaciens et comme beaucoup de Pieds-Noirs, et même comme beaucoup d'Algériens, que les cigognes d'Algérie venaient d'Alsace, ce qui évidemment n'est pas le cas, puisque aussi bien les cigognes d'Algérie que d'Alsace vont passer leur hiver en Afrique subsaharienne. Donc, je parle d'Albert Camus, puisque du côté de son père, il était d'origine alsacienne, et du côté de sa mère, il était d'origine mahonaise, c'est-à-dire des Baléares. Hein. Les Mahonnais, en général, les blanchisseuses mahonnaises en particulier, sont souvent évoquées, et de façon assez méprisante, par Alphonse Daudet dans plusieurs de ses nouvelles. Donc c'est un petit peu une catégorie un peu inférieure parmi tous les Européens d'Algérie. Mais encore inférieur dans l'œuvre d'Alphonse Daudet, en tout cas à Miliana, ce sont ceux que Alphonse Daudet va appeler les cigognes d'Alsace.
des bohémiens dans certaines versions, des tziganes dans l'autre, mais dont on peut se demander si ce sont des bohémiens et des tziganes venant d'Europe ou des gens comme par exemple les Bnei Hadès qui soient venus eux d'Afrique. Enfin, c'est un autre sujet. Voilà. Donc là c'est pour les gens censés être venus d'Europe. Maintenant, après ces Européens, donc on peut dire les ancêtres de ce qu'on va appeler plus tard, un siècle plus tard, les pieds noirs, il y a les indigènes. Parmi les indigènes, il y a les Arabes qui sont évidemment très présents, très évoqués, avec plusieurs caractéristiques. Je ne voudrais passer en revue que ceux des personnages arabes qui sont dans l'œuvre de Daudet au service de la France. Alors, c'est en commençant par le haut de la hiérarchie, c'est chez les Bachagas, et en particulier le Bachaga Boualem. Le Bachaga Boualem, qui est présent dans plusieurs œuvres de Daudet et qui est l'ancêtre du Bachaga Boualem qui, 100 ans plus tard, va être plutôt 80 ans plus tard, va être le vice-président de l'Assemblée nationale française et qui va mourir en Camargue, donc non loin de là où Daudet a écrit aussi une de ses nouvelles. En dessous des Bachagas, il y a les Agas, les Arabes, enfin, Daudet écrit les Agas, et en particulier ce pauvre Aga Sisliman, qui rêvait donc d'être décoré par Napoléon III, et à qui il arrive toutes les humiliations possibles. En dessous, encore, on a un personnage qui lui est présenté de façon plutôt sympathique dans Amiliana, Sid Omar, qui s'est mis au service de la France, et nous n'eûmes pas de meilleur ni de plus féroce soldat que lui tant que dura notre guerre contre l'émir, c'est-à-dire contre Abdelkader. Et puis en dessous, encore, nous avons des caïds qui sont souvent décriés comme libertins et ivrognes. Et puis tout en bas de la hiérarchie, du moins pour les Arabes au service de la France, les Turcos, donc les tirailleurs algériens, en particulier ces deux Kaddour, le Turco de la Commune et le Turco amoureux de Catel. En dessous des Arabes, le prince Grégory, parce que c'est à lui que je reprends cette hiérarchie cynique et on peut dire injurieuse, il y a les nègres qui sont souvent évoqués avec des termes très forts et très, là aussi, qui posent un gros problème de contextualisation. Quand dans Sappho, on parle d'une caravane de nègres, une odeur de musc humain sur toute cette singerie, etc. Et dans les Contes du Lundi, on parle d'un nègre gigantesque, on parle des danses de cannibales, on se sent en plein pays sauvage. Mais plus encore que les nègres, comme l'écrit Daudet, donc oui, excusez-moi, j'ai oublié, donc les nègres... parfois, dans certaines éditions pour la jeunesse, on gomme un petit peu leur couleur de peau. Voici deux grands nègres armés de gourdins qui vont s'affronter à Tartarin. C'est que dans d'autres versions que l'on voit des personnages correspondant plus aux stéréotypes. Voilà. Et donc, c'est toujours ces deux nègres de Miliana que l'on va retrouver à la fin du récit de Tartarin, puisque ce sont les propriétaires du lion. Je vous engage, évidemment, je n'ai pas le temps de résumer Tartarin, je vous conseille de le lire pour profiter de toutes ces descriptions qu'on peut dire ethnographiques, caricaturales, mais aussi de magnifiques paysages de l'Algérie. Et tout en bas de la hiérarchie du prince Grégory, toujours parmi les indigènes, parce que je rappelle que nous sommes en 1861-62, donc avant le décret Crémieux qui va accorder aux Juifs d'Algérie la nationalité française, et donc les sortir de cet indigénat. Le code de l'indigénat lui-même ne va être adopté que 20 ans plus tard, en 1881. Et donc, les Juifs ont droit, si l'on peut dire, à un traitement particulièrement injurieux, en particulier dans Amiliana et dans Tartarin, où des tribus de Juifs algériens
avec des casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides, un scintillement d'yeux hébraïques qui font frétiller les pièces d'or. Et donc, Alphonse Daudet compare les Juifs à des araignées. Donc, je vais arrêter là les citations injurieuses sur les Juifs dans Tartarin de Tarascon, mais aussi on trouve aussi dans cette lettre de Montmoulin qui est Amiliana. Alors, autre groupe social, si l'on peut dire, présent dans l'œuvre de Daudet, c'est les femmes. Les femmes chez Alphonse Daudet, hein, les femmes qui, pour donner un petit peu le ton, quand Tartarin arrive en Algérie, après un chapitre qui s'appelle Le Premier Affût, après Pampan sur le roi des animaux, le chapitre d'après s'appelle Arrivée de la femelle. Donc on a l'impression qu'on va voir arriver la lionne dont le mari a été abattu. Non, c'est la femelle en question, c'est donc l'Alsacienne dont l'âne a été tué par Tartarin. Autre femme très présente dans l'œuvre d'Alphonse Daudet, ce sont ce qu'il appelle les mauresques, et en particulier cette maugrabine, comme écrit Daudet, que Tartarin va suivre après avoir été séduit par ces 4 ou 5 mauresques masquées de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui comme 2 fleurs de velours noir, en ayant l'air de dire « cueille-nous ». Et donc Tartarin, dans la Casbah d'Alger, on ne l'appelait pas encore la Casbah, la vieille ville d'Alger. La Casbah, c'est la forteresse qui est au-dessus de l'actuelle Casbah. Donc, Tartarin va suivre ces mauresques-là, et en particulier, il va réussir à conquérir, croit-il, le cœur de Baya, et se laisser appeler, Tartarin va se laisser appeler Sidi Tartri Ben Tartri. Et donc, Tartarin va couler des jours merveilleux auprès de Baya, typique qu'il croit être une femme typiquement d'Alger, ne parlait pas français, et du coup, il en oublie sa mission qu'il s'était donnée d'aller chasser le lion. Et donc, après ces jours heureux, il s'aperçoit un jour que Baya est émerveillé par le chant du muezzin et il se met en prière chaque fois que le muezzin appelle. Mais en fait, c'est Baya est amoureuse du muezzin, et c'est l'infâme capitaine Barbassou qui lui révèle que le muezzin d'en face faisait la cour à Baya du haut de sa tour, tout en chantant ses prières, faisait sous votre nez, à vous Tartarin, des déclarations à la petite et lui donnait des rendez-vous en invoquant le nom d'Allah. Et du coup, évidemment, cela met Tartarin en fureur, et il va débarquer chez le muezzin, prendre son turban, monter en haut du minaret et crier et crier sa colère du haut de ce minaret. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur les personnages, les catégories, les groupes sociaux que l'on va rencontrer dans l'œuvre de Daudet. Les lieux, je vous l'ai dit, c'est Loire-Senis. Alors, c'est surtout Loire-Senis. Et quand Tartarin quand Tartarin quitte Alger pour aller chasser le lion, son mot d'ordre qu'il dit au chauffeur de la diligence, c'est au sud, toujours plus au sud. En fait, Tartarin et Daudet, dans son voyage, ne va pas aller très au sud, mais plutôt à l'est, puisqu'il va longer le cours du Chéliff. Et dans les lieux, à chaque fois, il va être, Daudet surtout, va être déçu, mais Tartarin aussi, va être déçu de ne rencontrer que des constructions en particulier qui lui rappellent complètement la France ou l'Alsace, hein, comme cette auberge au rendez-vous des lapins, hein, un cabaret de banlieue comme on en voit à Pantin. Ça, c'est l'auberge tenue par les aubergistes à Mustapha. Hein. Par contre, à l'inverse, après son retour d'Algérie, Daudet va trouver, chaque fois qu'il va être ému par un paysage en France, il va lui trouver une ressemblance avec l'Algérie.
Par exemple, dans un des contes du lundi, La moisson au bord de la mer, qui se passe en Bretagne, il parle d'un petit village vieux et rustique aux rues sombres, étroites à la façon des rues algériennes. Ou de manière plus dramatique, au pied du mont Valérien, pendant la guerre de 70, ce grand paysage mélancolique a quelque chose des plaines du Chélif ou de la Mitidja. Alors, ce Chélif, donc, il va rester pendant toute sa vie au cœur de Daudet. J'ai été si heureux dans les plaines du Chélif. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier dans ces plaines du Chélif où se termine la course de Tartarin, bien loin de Paris, en pleine joie, en pleine lumière, tout au bout de l'Algérie, dans la vallée du Chélif, un beau jour de février 1862, des lentisques, des palmiers nains, des torrents à sec dont le lit caillouteux est encombré de lauriers roses. Un long diable de Spahi en burnous rouge arrête son cheval net des 4 pieds devant la tête. Sidi Daoudi, enfin c'est Daudet, Sidi Daoudi, c'était une dépêche venue de Paris et qui me suivait ainsi à la piste de douar en douar depuis Miliana. Elle contenait ces simples mots: pièce jouée hier, grand succès. Qu'est-ce que c'était que cette pièce qui est le premier succès d'Alphonse Daudet? Cette pièce-là, donc, qui est jouée à la fin de son séjour en Algérie, donc il n'est plus sur place pour assister à cette représentation, c'est La dernière idole. Et coïncidence amusante, à l'endroit où il apprend cette nouvelle, il est arrivé à Orléansville. Orléansville, le nom arabe d'Orléansville, c'est El Esnam. El Esnam, ça veut dire l'idole. Donc, vous voyez, cette dernière idole qui lui apporte le succès, eh bien, il en apprend le succès quand il est à El Esnam, à Orléansville. Autre ville importante, autre lieu encore plus important, beaucoup plus important qu'Orléansville, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui Orléansville s'appelle Chlef. L'autre ville très importante pour Alphonse Daudet, c'est Miliana. Et en particulier, il évoque l'horloge de la ville, un ancien marabout, un gros cadran municipal qui, de manière un peu désespérée, donne aux églises de Miliana le signal de sonner les vêpres. De Miliana, où Alphonse Daudet est resté un certain temps, c'est là qu'il est resté le plus longtemps, en villégiature. On est dans une ville d'altitude où il fait bon, le climat est sain. Miliana, c'est au pied du Zakar. Le Zakar, cette montagne assez haute qui domine Miliana, suffisamment haute pour qu'il y ait eu autrefois une petite station de sport d'hiver, et surtout à l'époque d'Alphonse Daudet, il y avait encore des panthères. Et dans une œuvre dans Tartarin sur les Alpes, donc une autre aventure de Tartarin, il répond à un personnage, Tartarin répond à un personnage qui lui demande qui vous êtes, allez demander mon nom aux panthères du Zakar, aux lions de l'Atlas, ils vous répondront peut-être. Donc les panthères, c'est aussi un gibier qui fascine quand même Tartarin, même si il va les classer nettement en dessous du lion qu'il poursuit. Et c'est ainsi que dans La Diligence, Tartarin, donc, où l'on voit passer un petit monsieur, le petit monsieur en question, ah oui, le tueur de panthères, fit Tartarin assez dédaigneusement. Ce petit monsieur, ce vulgaire tueur de panthères, c'est Bombonnel, donc un véritable un personnage qui a existé et qui effectivement a tué beaucoup de panthères et qui a développé d'ailleurs tout un projet de chasse touristique à la panthère, mais à l'époque de son projet, il n'y avait plus beaucoup de panthères en Algérie. Et il y en a encore moins évidemment aujourd'hui, mais il y en a encore quelques-unes dans le Grand Sud. Et voici la tombe de Bombonnel à Dijon et sa statue. Donc ça, c'est un personnage réel que Tartarin, qui lui est une fiction, va rencontrer. Donc ces panthères sont importantes dans l'œuvre de Daudet et dans les souvenirs que Tartarin en aura même quand il va sur les Alpes, mais c'est évidemment le lion qui est l'animal cible de Tartarin.
le lion, en fait, pour Tartarin, dans l'histoire de Tartarin, il n'y a que 2 lions. Il y a le lion de la ménagerie mitaine à Tarascon, hein, le lion devant lequel Tartarin va pouvoir développer devant ses admirateurs ses futurs exploits de chasse au lion. Le pauvre lion de la ménagerie mitaine et voilà, le Tartarin qui montre comment il va procéder pour tuer le lion, qu'il faut bien évidemment viser entre les 2 yeux. Hein. Et le deuxième lion, c'est le lion aveugle de Miliana. Le lion aveugle de Miliana, qui est un lion mené par ce que Tartarin appelle les 2 nègres, en fait 2 personnes d'une confrérie religieuse qui a un rapport particulier aux animaux sauvages. Hein. Et Tartarin, voyant ce pauvre lion avec une sébille pour mendier, pour sauver l'honneur du lion, veut arracher la sébille de la mâchoire du lion, ce à quoi, évidemment, les propriétaires, s'opposent et tombent à bras raccourcis parce qu'ils croient que Tartarin veut voler les quelques sous, les quelques doros qu'il y avait dans la sébille. Et après un certain temps, après avoir parcouru en tous sens, bredouille, le shérif, hein, Tartarin, à Orléansville, va tomber, c'est le cas de le dire, de nouveau sur ce lion, qui, je le rappelle, est aveugle, et il va le tuer, l'obligeant évidemment à payer, à rembourser aux 2 propriétaires, les 2 grands nègres, comme dit Alphonse Daudet, le prix de ce pauvre animal, dont il ne conservera que la dépouille, que la peau, qu'il va faire expédier à Tarascon pour prouver à ses admirateurs provençaux la réalité de ses exploits. Alors, l'autre animal important, compagnon, lui aussi, de Tartarin, c'est le chameau. Hein, le chameau que Tartarin va découvrir à peine arrivé à Alger. Forcément, il va essayer d'acheter un chameau à un Mozabite. Hein, et ce chameau va lui servir pour porter tout son barda pour sa chasse au lion, accompagné à un certain moment du prince Grégory, qui va profiter d'une nuit de bivouac pour dévaliser Tartarin. Et ce chameau, après l'incident d'Orléansville où il a tué le lion et il a dû payer ce lion au propriétaire, et après avoir surtout été dévalisé par le prince Grégory, Tartarin revient bredouille et dévalisé sur Alger, suivi par le chameau qu'il n'arrive pas à vendre pour se payer le voyage. Arrivé à Alger, Tartarin voudrait se débarrasser du chameau, mais quand il remonte sur le bateau, le zouave évidemment, le chameau le suit, saute à l'eau, et on est obligé de remonter le chameau sur le zouave. Et c'est ainsi que le chameau arrive à Marseille et va suivre Tartarin, qui lui voudrait se cacher, l'inévitable chameau qui détalait sur les rails en pleine Crau. Et donc le chameau, comme Tartarin, va arriver à Tarascon, qui croit retrouver sa Tarasque, et à ce moment-là, changement d'attitude de Tartarin, qui réadopte en quelque sorte le chameau. C'est une noble bête, elle m'a vu tuer tous mes lions. Voilà pour le chameau. Autre bête à grandes pattes, les sauterelles, hein, les sauterelles qui sont une catastrophe régulière pour l'Algérie, surtout à cette époque-là, et encore aujourd'hui. Hein, encore aujourd'hui, de temps en temps, on a des invasions de criquets, comme encore récemment. Et ces sauterelles qui sont
dans l'œuvre de Daudet, reprise comme aussi en dehors de la réalité des invasions de criquets, reprise comme une image des dévastateurs, hein, puisque Daudet compare au criquet d'un côté toute la bureaucratie coloniale qu'il rencontre à Miliana, mais aussi plus tard il va traiter les Prussiens de criquet. Et cette image du criquet, elle est présente aussi dans la tradition algérienne, et en particulier dans cette très belle chanson de Slimane Azem, reprise par Matou Blounès, hein, Tamourti, et on revoit ce slogan, vous voyez, dans le Hirak d'aujourd'hui, une photo prise à Béjaïa, on voit sur cette banderole, à Gérard, hein, c'est aussi le criquet, les sauterelles, voilà, qui dévastent notre pays. Après, les criquets, venons-en à la flore, parce que c'est aussi, même si c'est peut-être moins important au niveau de l'histoire, mais c'est l'occasion pour Daudet de décrire des paysages magnifiques, hein, avec une flore très diverse. Évidemment, ces cactus, comme il dit, hein, ces figuiers de Barbarie, hein, pour lequel d'ailleurs il va faire un certain nombre de confusions, je n'hésite pas. Et puis, cette flore qu'il écrit si bellement en Algérie, en particulier les lauriers roses, mais cette flore aussi exotique, on va le retrouver à Tarascon dans le jardin du baobab. Le baobab, vous voyez, c'est cet énorme arbre, hein, Arbor gigantea, qui pousse dans un pot de réséda dans le jardin de Tarascon, qui est le jardin d'Alphonse Daudet. Voilà. Alors, autre élément de la flore, un petit peu toujours l'inverse, c'est-à-dire quand Alphonse Daudet, non, excusez-moi, quand Tartarin va partir chasser son lion à Mustapha, donc dans la proche banlieue d'Alger, la nuit, il ne voit pas quel est le couvert végétal dans lequel il progresse lentement vers ce qu'il croit être un lion, ce qui n'est qu'un âne. Et savez-vous où il était? Dans un carré d'artichaut, entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Son Sahara avait des légumes. Mais ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter leur artichaut dans le voisinage du lion. Hein, vous voyez, donc il y a toujours dans l'œuvre de Daudet, il y a toujours la présence désespérante d'éléments bêtement français dans ce qu'il croit être son Sahara, et en même temps d'éléments, quand il revient en France, d'éléments qui vont lui donner la nostalgie des paysages algériens. Alors, pour terminer, un autre personnage, si l'on peut dire, de l'œuvre d'Alphonse Daudet, ce sont les diligences, hein, les diligences qui sont présentes dans les lettres de Maumoulin, mais que Tartarin va retrouver en Algérie, puisque dans un rêve, la diligence qu'il transporte de Blida à Miliana lui dit qu'elle a été déportée, comme toutes les autres diligences, déportée de France en Algérie, c'est-à-dire réformée, hein, comme l'était un certain nombre de matériels, en particulier le matériel roulant de la France vers les colonies, hein, et qu'elle sait qu'elle va finir, que sa carcasse va finir dans un feu de bois sur lequel les Arabes vont faire cuire leur couscous. Et puis, dernier personnage important, la Chéchia de Tartarin, hein, qui va en particulier adopter un certain nombre de positions pendant la difficile traversée sur le Zouave, hein, avec les 5 positions de la Chéchia. Alors justement, cette Chéchia, ça peut peut-être nous amener en conclusion à nous poser la question de quel regard nous portons, nous, sur les pays dans lesquels nous allons, et de manière plus globale, quel regard la société française, y compris d'aujourd'hui, porte sur ses relations avec l'Algérie. Et pour un peu équilibrer le récit d'Alphonse Daudet, un très très beau roman qui se passe aussi à Miliana, mais un demi-siècle plus tard. C'est le premier roman d'un écrivain, pratiquement c'est le premier roman d'un écrivain algérien, Abdelkader Hadj Hamou, hein, Zora, la femme du mineur, qui décrit très très bien, dans les années 1920, la vie de cette très belle ville de Miliana, dont je vous conseille la visite. Et
aussi, autre livre que je vous conseille pour mieux comprendre cette grande trique dont parlait le prince Grégory de notre organisation coloniale, c'est La matraque coloniale, le code de l'indigénat en Algérie, qui a été écrit par Samira Benhaddou, hein, et livre qui vient de sortir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à Mireille pour l'enregistrement et merci aux différents illustrateurs que j'ai copiés abondamment dans ce diaporama. Merci, au revoir.